s'il y a bien une information qui m'a fait sourire pendant ce confinement, c'est l'annonce par tous les médias d'une info affirmant que l'OMS encourageait les personnes confinées à jouer aux jeux vidéo. Alors, cette info est à prendre avec beaucoup de nuances et ce n'était pas si simple de trouver réellement un rapport entre l'OMS et cette initiative de l'industrie du jeu vidéo, si ce n'est un tweet de Ray Chambers, un des ambassadeurs de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, si vous avez des infos, je suis assez preneur là-dessus. Une introduction beaucoup trop longue, mais qui a un rapport avec notre invité du jour, Romain Vincent. Enchanté, monsieur Vincent. Donc, Romain Vincent est doctorant en sciences de l'éducation et travaille sur l'utilisation pédagogique des jeux vidéo. Il anime également la chaîne YouTube JVH ainsi que la chaîne Twitch Romain HG. Vous jouez d'ailleurs pas que à des jeux, tu ne joues d'ailleurs pas qu'à des jeux historiques. Ah non, surtout pas, non, sinon, non, faut faire autre chose. À part si Doom peut être considéré comme de l'histoire, une histoire dystopique peut-être. Donc, durant ce confinement, il a pu expérimenter, en tout cas intellectuellement expérimenter en tant que professeur au collège, c'est ça, hein, Ouais. la joie des cours d'histoire géo, justement, avec des collégiens confinés. Et évidemment, il a passé beaucoup de temps à recommander à ses élèves à jouer à Call of Duty et Assassin's Creed, hein, comme l'OMS. Donc, Je vais nous avoir des sommes. problèmes avec cette intro. Quoi? Je vais avoir des problèmes avec cette intro, là. Ouais, non, je plaisante, hein, évidemment. Nous sommes deux doctorants très sérieux, hein, et nous sommes dans une émission sérieuse et nous parlons de jeux sérieux. Et comme toute personne sérieuse, euh, voilà, rester bien chez soi et on a joué aux jeux vidéo mais de manière intelligente et nous avons réfléchi à tout ça. Jeux vidéo, classe, pédagogie et surtout vous, monsieur Vincent. Donc nous allons commencer. Bonjour Romain Vincent. Donc Bonjour, merci pour l'invitation. ben, merci à toi. Donc, un petit avant-propos quand même pour être clair. Donc, histoire d'être totalement transparent, les propos tenus dans cette vidéo n'engagent que moi et Romain. Enfin, voilà, donc nous n'avons pas vocation à donner une vérité universelle. Hein, c'est seulement notre avis, en tout cas, l'avis de mon invité, et cela me semble important de le préciser. C'est des pistes de réflexion sur les sujets sur lesquels tu travailles, en tout cas sur lesquels tu réfléchis. Et voilà, nous ne nous connaissons pas personnellement, nous avons un peu échangé sur Twitter et un petit peu voilà, via Skype. Donc je me permettrai de te tutoyer, voilà, comme on s'est dit, c'est Tu plus peux, tu simple. peux. C'est plus simple. Et donc, voilà, ma première question, donc je vais citer test.fr. Hmm. Ton sujet de thèse, donc c'est du ludique au pédagogique, ce que les enseignants font aux jeux vidéo. Et avant de parler plus en profondeur de ce sujet, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette thèse? Oui, alors l'origine de tout ça, ça commence à remonter un peu. En fait, ça trouve son origine dans ma pratique en fait, ma pratique enseignante. Et si on remonte encore un peu avant sur l'orientation de ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'ai commencé en 2012 cette chaîne pour parler de la représentation du passé dans les jeux vidéo de manière assez large. J'étais déjà enseignant depuis 2010, donc du coup, et donc ouais, j'ai commencé à développer ça à côté de ma pratique professionnelle. Et au bout d'un moment, j'ai essayé, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer cette grille d'analyse sur YouTube, essayer de l'appliquer dans mes cours, donc en faisant étudier des jeux vidéo à mes élèves en histoire. Ce qui a eu, alors vu que j'en parlais sur YouTube, du coup, vu que j'en parlais aussi sur les réseaux, il y a eu un effet un peu de loupe sur mes pratiques, un effet, on va dire, je mets des guillemets, hein, mais bon, c'est un peu ça quand même, de médiatisation. Donc voilà, les médias qui veulent un peu en parler, parce qu'évidemment, le jeu vidéo à l'école, ça fait un effet d'annonce assez magique, assez plaisant. Et en parallèle, ouais, ça m'a mis en contact avec le milieu de la recherche, en fait, puisque je rencontrais des universitaires qui voulaient que je parle de mes pratiques PEDA dans des colloques. Et à force de rencontres et de discussions, on m'a un peu, j'allais dire poussé, non, pas forcé non plus, on m'a recommandé en me disant, tiens, tu devrais reprendre les études sur ce sujet, il y a un truc à faire, etc. Et donc, en 2016, j'ai repris en fait les études à l'Université Paris 13 en sciences de l'éducation, donc dans un master intitulé Sciences du jeu.
Ce qui est matérialisé du coup par un mémoire soutenu en 2018 et donc qui portait déjà sur cette question de l'utilisation PEDA des jeux vidéo dans le secondaire, plus précisément. Donc j'en ai fait une petite histoire, une petite revue de littérature déjà pour commencer, et déjà quelques observations justement de pratique, couplées, et ça c'était le gros du mémoire en fait, l'étude du site Apprendre avec le jeu numérique, qui est un site institutionnel, donc créé par l'Éducation nationale et qui rassemble en fait des fiches pédagogiques sur comment utiliser le jeu en classe. Ça a donné ça, et donc euh, la thèse s'inscrit dans cette continuité, mais donc plus spécifiquement, non pas sur des traces écrites comme des fiches PEDA en fait, qui disent des choses, mais qui ne disent pas nécessairement ce qui se passe en classe. Donc là, ouais, je m'intéresse plutôt au travail enseignant et ma méthodologie consiste en des entretiens et des observations en classe. Donc vraiment pour voir comment l'enseignant utilise le jeu vidéo, pourquoi il le fait, pourquoi et comment il le fait, et donc voir comment le jeu vidéo est scolarisé, en fait. Puisque D'accord. plutôt que de parler de la gamification de l'école, on a plutôt tendance à voir l'inverse, c'est-à-dire une scolarisation d'une pratique culturelle, donc qu'est le jeu vidéo. Et donc le jeu vidéo est plutôt scolarisé plutôt que l'école est gamifiée. Mais voilà, ça c'est la grande phrase. Il y a beaucoup de variables là-dedans, beaucoup de nuances à apporter. Donc ce que j'essaye de voir dans les cours des enseignants, et donc pas seulement qu'en histoire. J'ai vu de la philo, j'ai vu du français, j'ai vu de l'anglais, de la techno, voilà, voir s'il y a des aires de famille entre les disciplines et voir les différentes formes de transformation du jeu à l'école. Et j'arrête cette phrase décidément bien longue. Mais ça, c'est déjà très intéressant et ça rebondit sur ma prochaine question. Justement, cette ère du temps, cette gamification de l'école, du monde entier, ça nous amène à penser qu'avec le jeu vidéo en classe, on aurait la réponse magique pour intéresser les élèves à toutes les matières. Il suffirait de mettre une manette dans les mains d'un lycéen pour qu'il devienne assidu. C'est un peu attention, c'est un peu le préjugé, l'air du temps, c'est comme ça des fois qu'on nous présente ça dans les reportages. Et ça me fait penser aussi à un discours qu'on peut avoir avec les vidéastes de vulgarisation qui, soi-disant, remplaceraient les professeurs. Il suffirait de mettre des vidéos dans la classe et paf, magie, les enfants en suivraient parce que c'est des youtubeurs. Et voilà. Quel est votre point de... Donc, évidemment, tout ça, c'est des clichés que j'empile les uns sur les autres. Hein, ce n'est pas du tout ce que je pense, mais c'est des choses qu'on a pu lire. Et quel est votre point de vue justement sur ces nouvelles utilisations des outils numériques dans la classe? C'est vrai que c'est parfois présenté comme un remplacement de l'enseignant, mais bon, enfin, c'est compliqué comme question dans le sens où évidemment l'enseignant reste dans sa classe, il disparaît pas, il va pas à la machine à café pendant que les gamins sont devant l'ordinateur ou devant une vidéo. Euh, mais le truc, c'est que ces dispositifs miment parfois certains aspects du travail enseignant. La vidéo diffuse du savoir. Les visites guidées, par exemple, du Discovery Tour d'Assassin's Creed diffusent du savoir, c'est-à-dire donc expose des faits historiques ou des connaissances aux élèves. Donc, en ce sens-là, ça remplace en effet une partie du travail enseignant. Mais est-ce que c'est nouveau ou pas? Je pense pas, parce que le cinéma fait pareil. Quand le cinéma est scolarisé en histoire, l'extrait de film devient. Alors bon, ça c'est pas moi qui le dis, hein, il y a beaucoup de recherches quand même depuis maintenant quelques décennies sur le sujet. Le jeu vidéo, pardon, lapsus. Le cinéma en classe d'histoire est utilisé d'un point de vue illustratif et donc a tendance, je pense, à ressembler à l'utilisation d'un documentaire plutôt qu'à une analyse du cinéma en fait, de la forme cinématographique. Donc quand on diffuse un extrait aux élèves, on va demander qu'est-ce qu'ils voient, est-ce qu'ils peuvent décrire la scène, que font les personnages, quelles sont les actions, mais on leur demande pas, enfin on leur demande moins, c'est pas qu'on peut pas le faire, mais c'est un peu accessoire en classe d'histoire, d'étudier les plans, le positionnement de la caméra, la musique utilisée, voilà, tout le vocabulaire en fait cinématographique. Et dans le jeu vidéo, quand on disait jeux vidéo à l'école, bah oui, on a tendance aussi un peu à faire ça.
Ce qui n'est pas grave en tant que tel, hein. Ce qui n'est pas grave en tant que tel, parce que si on rajoute une couche d'éducation aux médias, finalement, c'est ce qu'on fait aussi pas mal en histoire, c'est-à-dire se dire, tiens, on va analyser comment le jeu vidéo fonctionne, on va analyser est-ce que le jeu vidéo il nous montre bien la réalité, donc ça c'est tout le pan de ce qu'on appelle l'esprit critique avec le jeu vidéo, donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Une surprise, le jeu vidéo n'est pas réaliste, hein, souvent la conclusion. Mais donc ouais, c'est intéressant, sauf que c'est intéressant sur le papier, mais ça rajoute une couche cognitive extrêmement importante en fait auprès d'élèves de collège par exemple, ou de lycéens. Et ça, généralement, ce qu'on observe, c'est que ça a tendance évidemment à rajouter des difficultés auprès des élèves. C'est-à-dire que quand on fait ça, quand on fait jouer, quand on fait analyser, quand on compare avec la réalité historique, on remarque assez fortement que les élèves en difficulté ont tendance en fait à être encore plus en difficulté. C'est-à-dire que vous les noyez sous une masse comment dire, d'exercices en fait. Et donc l'histoire derrière ça a tendance un peu à disparaître. Et donc voilà, c'est une des faces en fait, des visages de la scolarisation du jeu. C'est-à-dire qu'on va l'étudier pour dans son fonctionnement en même temps que d'autres connaissances et compétences disciplinaires. Ce qui fait que c'est très exigeant en fait comme exercice. Et vu que c'est très exigeant, que ça mobilise beaucoup de choses cognitivement, bah, les élèves en difficulté, on a tendance un peu à les submerger pour ça. Enfin, c'est vrai que je rejoins vos propos, et justement je rejoins tes propos et ce que tu disais par rapport au fait que nous montrer des images à des élèves, c'est une chose, en tout cas, qu'elles soient animées ou pas, mais si ça se fait pas avec toute une, une éducation à l'image, aux médias, et une éducation et un esprit critique de ce qu'on voit, de ce qu'on analyse, c'est pas que ça sert à rien, c'est juste que ça devient très stérile parce qu'on est là à montrer les images sans comprendre le montage qu'il y a derrière, et alors que ce montage-là dit quelque chose également, quoi. Ouais, mais le problème, c'est quand tu fais ça, encore une fois, c'est dur en fait, Ah ben quoi, oui, parce non, que mais justement, c'est là la difficulté. et puis je sais pas si c'est toujours. En fait, pour le jeu vidéo, ça partirait du principe que en jouant, l'élève, enfin le jeune, le joueur, on peut mettre ce qu'on veut derrière, L'apprenant. le joueur est une espèce d'éponge et va avaler en fait tout ce que le jeu va dire, et va avaler toutes les représentations, ce qui me semble un peu. Ça, ce qui est pas basé sur grand chose en fait. C'est pas parce que tu vas jouer un jeu ou regarder un film au cinéma pour le coup que tu vas forcément apprendre tout ce qu'il va dire. Donc bon, ce que je veux dire c'est que l'exercice de critique est pas forcément crucial, je pense. Ça dépend ce que tu vises. Ça dépend ce que tu vises. C'est un truc qui est intéressant, c'est un truc que tu peux faire évidemment à l'université ou quoi, mais si tu fais ça. Enfin, ça existe hein, en cours de licence, des cours d'analyse de l'image, mais bon, tu t'adresses déjà à des étudiants qui ont un certain bagage en histoire. Et faire ça des fois à des sixièmes ou des cinquièmes, bien, hein, mais compliqué sur le terrain en fait. Oui, là, c'était là-dessus justement que je voulais dire, c'est Ouais. que ça demande cette couche supplémentaire qui, dans la réalité des faits, peut se montrer parfois un peu touchy, quoi. Ah ouais, clairement, hein. Donc, la prochaine question qui va porter, alors là, pour le coup, sur un de tes derniers articles de ton blog, Ouais. jeuxvidéohistoire.com, que vous pourrez Oui, c'est retrouver. plus un billet de blog, c'est un petit exercice que je m'étais donné plutôt qu'un article Ah oui, scientifique. non, mais oui, quand je dis article, c'est article de blog, hein, j'entendais évidemment. Voilà, que vous pourrez retrouver sur son site internet, jeuxvidéohistoire.com, qui est fortement intéressant si ces thématiques-là, justement, vous touchent, vous parlent. Et dans ce billet du 17 avril 2020, tu parles d'un point là, qui me semble intéressant pour comprendre les enjeux du numérique dans l'éducatif et du jeu numérique dans l'éducatif. Euh, on va revenir dessus. L'auteur de l'article, donc, qui s'appelle Cessons de nous inquiéter, les jeux vidéo sont bénéfiques en période de confinement, qui est paru dans The Conversations le 3 avril 2020, voilà, que vous pourrez retrouver aussi sur le site de The Conversation et sur l'article de Romain. Donc il prend pour exemple à travers
à travers l'article de Conversation, ça prend comme exemple une étude de 2014 sur un serious game qui s'appelle Cloudbuster, qui voilà, est un jeu où qui a été fait par l'Institut neurologique de New York, hein, c'est ça. Enfin, en tout cas, Ouais, ouais. En gros, c'est ça. ouais, voilà, il a été fait vers là-bas. Et en fait, j'aimerais revenir avec toi sur ce point parce que c'est l'énorme confusion en fait de ce papier, c'est qu'il prend ce jeu, enfin, ce serious game, il le prend comme un jeu, on va dire, jeu vidéo, et on sent qu'il y a une confusion et que déjà dans les définitions de ces deux mots. Et j'aimerais revenir avec toi sur qu'est-ce qui différencie, pas selon toi, hein, serious game c'est jeu vidéo, et est-ce qu'il faut faire cette distinction dans le cadre de l'éducation et de l'éducatif. Alors, qu'est-ce qui différencie? Sur le papier, en gros, on dit qu'un serious game, c'est un dispositif ludique, mais qui n'a pas eh ben, je vais y arriver, que le divertissement comme but. C'est-à-dire que là, l'exemple, oui, Cloudbuster, je crois que c'est ça, hein, Ouais. euh, qui était, c'est un serious game sur, je crois, la prévention des risques cardiovasculaires, de C'est souvenir. ça, oui. Et oui, alors le papier est assez amusant là-dessus, parce que c'est sûr, quand on veut prouver les vertus pédagogiques du jeu vidéo, ouais, en effet, on va pas chercher normalement un obscur serious game conçu par des scientifiques, je crois, pour un cas en plus, enfin voilà, quoi, pour faire de la prévention pour des gamins sur les risques cardiovasculaires. Ouais, c'est sûr que c'était un peu tiré par les cheveux, quoi, parce que bon, quand on regarde ce genre de dispositif, déjà qui est inconnu de 99,9% des joueurs, des gens, qui jouent à ça déjà, bah, personne, faut le dire. Et c'était, ouais, l'expérimentation était réalisée dans un contexte bien précis, qui était un contexte scolaire, je crois. Euh, Après, ouais, ça dit des choses, mais le papier montrait aussi certaines limites. J'y revenais, je crois, dans le billet. Donc oui, voilà. Mais c'est comme quand on veut vous prouver la vertu pédagogique d'un Assassin's Creed pour l'histoire. On va vous dire, bah si, regardez, Assassin's Creed, on peut apprendre des choses. Mettez pause, allez dans le menu, allez regarder les fiches pédagogiques, vous allez avoir du texte sur tel monument, sur, je sais pas, le Palais des Doges à Venise. Oui, d'accord, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu vas prendre quelque chose, faut mettre pause, faut aller lire un pavé de 30 pas, de 30 pages, peut-être pas, mettre 30 lignes. Voilà. Et c'est bien de faire ça, hein, mais ce qui est intéressant quand on voit ça, c'est de se demander quel est le rapport entre le jeu et l'apprentissage. Là, on voit que ça c'est bien séparé. Quand tu regardes un soldat inconnu, quand il joue et que pendant le jeu on te plaque littéralement en fait des fiches pédas avec Donc, la photo réelle du conflit et le pour petit texte revenir, qui pour va ceux qui ne avec. connaissent pas Soldat Inconnu, tu en as fait d'ailleurs une vidéo sur. Enfin, dans une de tes vidéos, tu en parles très très bien. C'est un jeu qui a été fait par Ubisoft, hein, c'est ça. Euh, Ouais. avec en partenariat avec les institutions publiques Mm. pour le centenaire dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et tu incarnes en fait différents personnages de cette guerre. Et je te laisse voilà, juste reprendre par rapport à Ouais, ça ouais, c'est ça. pour Mais les le gens qui jeu est connaissent très pas. bien, hein, parce qu'on croit à chaque fois que j'ai un avis hyper négatif sur le jeu. Non, non, le jeu est très bien. J'avais la larme à l'œil à la fin, pas de souci là-dessus. Au niveau des émotions, de la narration, il est très très bon. Mais ouais, à sa sortie, on en avait fait beaucoup sur l'aspect pédagogique du titre et je l'avais un peu relativisé parce que les deux dimensions, le jeu et le pédagogique et l'éducatif du moins étaient très séparés. Ce qui veut pas dire qu'on apprenait rien, hein, mais que voilà, fallait passer par des menus de pause et du texte et que la partie jeu était globalement quand même des puzzle games, pas toujours très intéressants et assez détachés en fait assez détachés de l'histoire. À part une mission peut-être dans le chemin des dames vers la fin du jeu qui était un peu plus intéressante que le reste, je crois de souvenir. Et du coup, est-ce qu'il faut faire la distinction entre serious game et jeu vidéo Ah, allô. de Allô. ça? Attends, je t'ai. Xperis, ça paraît 13. Ah, Désolé, c'est mon ordinateur de compétition qui marche une fois sur deux. Ça a coupé totalement à partir du moment où tu as parlé de serious game et jeux vidéo. Parce qu'il faut faire la distinction. Ça a coupé. Donc, est-ce que je peux te demander de refaire la phrase?
Ouais, donc Désolé. est-ce qu'il faut faire la distinction entre serious game et jeux vidéo grand public quand il s'agit des pratiques pédas? Je pense pas. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les serious games c'est chiant, c'est pas efficace, et les jeux grand public c'est extraordinaire, que ça motive et compagnie. En, en vérité, il faut nuancer, parce que je suis dans un labo de recherche qui suit en fait la pensée de Henriot sur le jeu, qui dit qu'en gros le jeu c'est avant tout une attitude plutôt qu'un objet. Il faut plus aller rechercher l'aspect jeu dans l'attitude du joueur et non pas dans l'objet. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas, je pourrais prendre ces post-it par exemple. Et en faire un jeu. Techniquement c'est pas un jeu, mais je pourrais jouer avec. Hmm. Voilà. Donc quand on dit ça, bah, on voit bien que finalement la distinction entre les serious games ennuyants et les jeux grand public fun, bon, c'est pas extrêmement pertinent. Parce que en classe, on peut très bien constater que des élèves peuvent avoir une attitude ludique quand ils sont devant un serious game, et on le voit assez bien dans des city builders par exemple, c'est-à-dire des jeux qui reprennent en gros un SimCity. Vous devez construire une ville selon certains paramètres. Alors vous avez des trucs assez connus là-dedans, comme Alto Catastrophe, vous avez Climway aussi, je crois, qui existe, où là, bon, on a une certaine liberté de décision du joueur hein, quand il est en train de mettre en place ces éléments dans le dispositif de jeu. À l'inverse, le Assassin's Creed en classe, bah, il n'est pas joué, par exemple. Il devient un document, il devient du visuel. Voilà, on peut faire des cours très ennuyants avec du Assassin's Creed, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, c'est là qu'on voit que la distinction elle est pas fondamentale. Tout comme, voilà, encore une fois, du Soldat Inconnu ou du Kingdom Come, pour avoir du contenu historique, généralement, il faut faire pause, aller regarder le wiki à l'intérieur, etc. Donc, voilà, la distinction, elle est grandement à nuancer. C'est pour ça que moi, quand je fais mes recherches, là, mes observations, même si j'ai beaucoup de jeux grand public qui reviennent, je dis bien aux enseignants que si vous utilisez un serious game, c'est pas grave et que moi je veux bien aller voir aussi ce genre de cours-là. Donc il n'y a pas une distinction fondamentale en fait. Ouais. Et puis justement, pour revenir sur on va dire les jeux grand public, parce les Assassin's Creed, etc. Avec, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, hein, c'est vrai que le côté spécificité du jeu vidéo, quand ils essaient de faire de la pédagogie, à mon humble avis, est assez mal justement exploité, vu que si on part du principe que la spécificité du jeu vidéo, c'est sa narration par le gameplay, c'est le gameplay, on va dire, c'est d'avoir une manette et de faire soi-même des actions qui enclenchent l'histoire. Devoir appuyer sur pause et faire plusieurs inputs pour arriver jusque dans l'encyclopédie et se farcir une page de texte, on sort totalement de ce que fait la spécificité du jeu vidéo en fait. Mm. Ouais, t'as ça et t'as des jeux, bon les jeux de guerre par exemple, parce que je suis en train de rédiger un truc là-dessus sur les Call of et compagnie. Les Call of, les Battlefield, les contenus historiques, tu les as dans les instants de non-jeu aussi, mais dans les scènes cinématiques ou dans les cartons en fait que tu as en début de mission. C'est-à-dire fond noir, écriture, on te dit la date, on te dit le contexte, machin. Après, tu joues à ça. Quand tu joues, bah, voilà, t'es tout seul généralement. Tu dérouilles l'armée allemande à toi tout seul. Alors c'est très amusant, il n'y a pas de problème, mais c'est dans ce genre de jeu où tu as ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on te raconte, et surtout les Battlefield, en fait, les derniers ont quand même un aspect très la guerre, c'est pas bien, voilà, tout ça, c'est horrible. Voilà. Et donc, tu as ça dans la narration et dans le ludique, bah la guerre, c'est fun. Donc, c'est pour ça que tu as un écart en fait assez monstrueux dans ces jeux-là, quoi. Et en classe, c'est des jeux qui sont montrés, certains cours, des Battlefield ou des derniers Call of, mais c'est pas les phases de jeu qui sont montrées, c'est les scènes cinématiques, ce qui est pas grave en tant que tel, encore une fois, mais ça nous dit quelque chose, encore une fois, sur les rapports entre jeu, histoire et apprentissage. Exactement. Et justement, donc, prochaine question. C'est bientôt fini, hein, je te rassure, tu vas pouvoir aller manger. Mais donc, justement, en histoire, la pédagogie à la frontière du serious game et du jeu vidéo est très médiatisée à chaque sortie de jeu ayant plus ou moins une prétention historique. Donc les meilleurs exemples sont les jeux vidéo d'Ubisoft, donc Assassin's Creed en tête, Ouais. justement ce qu'on disait. Et qu'est-ce que cela vous évoque de la transformation de l'enseignement numérique? Ce que je veux dire par là, c'est justement avec toute
cette médiatisation, le fait qu'Ubisoft commence à de plus en plus, enfin, depuis quelques années, mais de plus en plus prendre des consultants en histoire, etc. Qu'est-ce que ça vous dit de ces transformations, enfin, ces transformations dans le jeu, en tout cas ce qu'ils veulent comme transformation, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, dans la transformation de l'enseignement actuel? Je sais pas. Disons qu'Ubisoft, je pense, répond. Comment dire? Dans un sens, ils répondent à une demande du terrain, parce que c'est vrai que ça fait quand même assez longtemps, et même depuis limite, je pense, le premier Assassin's Creed, que moi j'utilise un peu en classe d'ailleurs, en cinquième, que j'utilise toujours. Euh, c'est vrai que depuis le début, il y a beaucoup d'enseignants qui disent ah, ça serait bien quand même qu'on puisse se balader dans le monde ouvert, sans les ennemis, sans les scénarios, etc. Donc je pense qu'ils répondent à une demande. Après, Ubisoft a tendance aussi à suivre les grands groupes, hein, tout ce qui est Apple, Google et compagnie, qui ont aussi un volet éducation dans leur, euh, dans leur panel en fait de domaines d'activité, je sais pas trop comment dire, mais voilà, donc ils ont aussi et eux, ça passe pas aussi que par Assassin's Creed et par le Discovery Tour. Ils proposent aussi des formations, je crois. Il me semble dans l'académie de Bordeaux, ça s'est fait un peu de formation justement, de découverte des métiers du jeu vidéo, ça c'est super intéressant, bien sûr. Oui, après, ils sont présents aussi, alors encore plus au Québec où c'est plus visible. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant de voir comment ils ont communiqué sur les Discovery Tours à leur sortie. On voyait au Québec, chaque élève avait sa propre console avec son propre écran et donc jouait au Discovery Tour, voilà. Alors que le Discovery Tour en France, par exemple, et même je pense en ultra majorité ailleurs, il n'est pas joué comme ça hein, en classe. Hein. Il est utilisé, il y a un seul dispositif qui est projeté en classe, et la manette circule ou circule pas. Soit c'est l'enseignant qui dirige, soit c'est la manette circule parmi les élèves pour déplacer le personnage. Et voilà, déjà, c'est pas pareil qu'entre la com et la réalité du terrain. Euh, mais ouais, ils font ça et ça passe aussi par du contact avec des contacts avec des enseignants qui servent un peu de relais de la communication d'Ubisoft. Ça, c'est assez. Il n'y a qu'à regarder les médias, ça c'est pas moi qui le dis encore une fois, il n'y a qu'à regarder les médias pour voir que c'est toujours un peu les mêmes figures en fait, qui sont les mêmes personnes qui sont invitées, qui sont évoquées pour mettre en avant pour mettre en avant le produit, parce qu'ils ont besoin en fait évidemment d'enseignants pour faire passer le truc. Ils ont bien compris que, et si on reparle finalement de la question du début là sur remplacer les enseignants, on parle des nouvelles technologies, bah, ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas placer le Discovery Tour s'ils disent que ça remplace en fait l'enseignant. Ce serait contre-productif. Vous ne pouvez pas percer dans le milieu en vous mettant à dos la principale profession. Ça ne marcherait pas. Mais voilà. Après, le Discovery Tour, c'est une initiative qui est super intéressante, d'autant plus qu'ils le mettent gratuit quand vous possédez le jeu. Je crois que c'est toujours comme ça pour l'Odyssey, ils ont fait ça également. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport, encore une fois, entre le ludique et l'éducatif. Et le Discovery Tour montre bien, encore une fois, qu'il y a une claire séparation. C'est-à-dire que, et dans les usages aussi qui sont mis en avant, via les visites guidées, c'est-à-dire que vous arrivez devant le Parthénon, vous appuyez sur un bouton, hop, la manette se pose automatiquement quasiment, et vous écoutez la voix off qui vous raconte quelque chose. Voilà. Donc, c'est intéressant, il n'y a pas de problème. Et sûrement qu'on peut apprendre en faisant ça. Mais est-ce qu'on le fait en jouant? C'est là que le lien se fait moins, en fait. Oui, en fait, ça ressemble beaucoup au logiciel qu'on pouvait avoir, enfin moi que j'avais dans les années 90, Versailles, enfin, tous ces trucs-là où en fait on rentrait Oui, dans alors, un sauf que, et bâtiment c'est là avec que... Ouais, ouais. découverte du château. Ça me fait penser à ça, mais après, bien sûr qu'il y a Bah des oui, mais alors, sauf que, et c'est là que des différences. fois quand je dis ça, c'est pas toujours bien perçu, enfin tant pis, mais un jeu comme Versailles avait déjà plus de liens entre le jouet et l'éducatif. Ah oui, C'est-à-dire que, bon, toutes les histoires, en fait, enfin, il y avait un lien entre jouer, parce que le point and click, le jeu et l'histoire. Alors que le jeu d'action-aventure, bah non. Parce que dans un Assassin's Creed,
vous vous occupez de votre stuff, de votre équipement, de votre armement, et vous tranchez des gorges quand même plus qu'autre chose pendant la grande partie du jeu. Et, Donc, oui, oui, non, donc mais un jeu comme Versailles mettait plus en lien tout ça. oui, bah, avec une histoire, je n'ai plus tout à fait l'histoire en tête, mais un peu un truc de complot, il me semble. Oui, bien sûr, et toujours le complot, Ouais, toujours. c'est très bien. Mais voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est vrai qu'au final, la partie vraiment, le jeu, le gameplay qui va pouvoir permettre d'éduquer, est-ce qu'il est encore. Je pense qu'on a encore de beaux jours avant que ça arrive à faire des choses très très fortes, très très concluantes. Oui, mais ouais. Mais Après, il y a bon, la question matérielle qu'on met souvent en avant en disant ah, on a du mal les jeux vidéo à l'école parce qu'on n'a pas le matos, etc. Alors, il y a ce côté matériel évidemment qui est important. Après, le problème, c'est que si vous fournissez un écran et une console par élève, l'autre souci, c'est que ça va multiplier en fait les expériences de jeu. Vous allez avoir 30 gamins qui auront une expérience du jeu différente. Comment vous faites ça en tant qu'enseignant pour gérer tout ça? C'est une autre difficulté, je pense. C'est-à-dire que le matériel ne peut pas tout résoudre. ah oui, non, ça, là-dessus, je pensais bien, je pensais vraiment Hmm. au caractère vraiment intellectuel de l'intellectualisation de la mise en pratique d'un gameplay éducatif, quoi. Et pas de Ouais. l'éducation au sein du jeu. Ce qui est une différence, une petite nuance, je pense. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, on y arrivera ou pas, Ah hein. oui, oui. Peut-être que ça, Hmm. c'est pas. Mais donc, voilà, donc, comme je te disais, voilà, c'est cette question de. Sans que ça te mette dans l'embarras du tout, hein, d'y répondre, hein, évidemment, mais de se dire est-ce que de tout ça, on va en tirer quelque chose ou pas? Est-ce qu'on peut en. Est-ce qu'on va en tirer quelque chose, quoi? Je sais plus ce que je disais, que oui, c'était la panique au début, parce que bah on était. Enfin ouais, la panique, parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça, que ça relève surtout que bah oui, l'enseignement à distance c'est extrêmement limité, d'autant plus pour des jeunes élèves en fait. Et qu'on en a énormément. Enfin, on en a énormément. Moi j'ai pas de chiffres, hein, mais dans chaque classe, on va dire, on a des élèves qu'on a perdus, que des fois, ouais, t'as beau appeler les parents ou quoi, t'as pas de réponse, quoi. Donc ça, c'était, je pense, inévitable. Après, là, on nous dit que les écoles rouvrent, mais sur la base du volontariat pour rattraper les décrocheurs. Bon, il y a un truc qui colle pas non plus dans la réflexion, parce que les décrocheurs, ils vont pas revenir, en fait, quoi. C'est ça. Bon, il y en a peut-être il y en a peut-être, mais le décrocheur, par définition, déjà, s'il vient pas quand c'est obligatoire, si c'est facultatif et qu'en plus on n'arrive pas à joindre les parents, bah bon courage. Bon courage. Mais bon, là, l'année scolaire, enfin les derniers mois de cette année scolaire sont perdus et je pense qu'il faut. On fait déjà ce qu'on peut et c'est sûr qu'on se repose beaucoup aussi sur la médiation des parents à la maison. Comment vous voulez qu'on fasse d'autre? C'est pas. C'est pas possible. Moi, j'ai pas de solution ni de truc. Je pense que l'urgence aussi, c'est un peu de préparer septembre, parce que je suis pas sûr qu'en septembre la situation soit énormément mieux. Je sais pas, on verra la situation sanitaire. Voilà, je pense qu'il Mais faut oui, reculer oui. un peu, puis pas être trop exigeant, et voir en septembre comment on fait, quoi. Toute dernière question est-ce que tu aurais un jeu, même un livre, un film, peu importe, une série, que tu as pu découvrir ou redécouvrir pendant ce confinement et qui t'a, pas forcément inspiré par rapport au confinement, mais qui t'a en tout cas bien amusé ou en tout cas bien intéressé pendant ces dernières semaines et que tu aurais conseillé En jeu, j'ai fait quoi? Non, j'ai fait Doom Eternal, mais c'est vrai que les liens Ah non, sont mais moins pas. évidents. Fait que même Mais Doom justement. Eternal est assez intéressant d'un point de vue de la. Je trouve que c'est un jeu qui s'est très pédagogisé, je sais pas comment dire. Parce que vu que le jeu propose énormément d'options, de paramètres, d'armes différentes et de fonctionnalités, en fait, je sais pas, ils sont sentis obligés de faire énormément de tutos, mais des tutos pas très bien emmenés, du genre, en gros, ça nous sort du jeu, ça nous met dans une petite salle, et voilà, on expérimente notre nouvelle arme là-dedans, donc ça coupe un peu l'action, c'est bizarre. Le jeu nous spoil aussi à énormément d'endroits les nouveaux monstres qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'avant une salle, tu as une fiche disant vous allez rencontrer tel monstre et pour le battre, il faut faire ça. Pourquoi tu me le dis avant en fait? Enfin, c'est assez inexplicable. Et le jeu aussi est beaucoup plus dense d'un point de vue de l'histoire. Il y a plus de narration, ce qui pour un Doom est toujours un peu curieux, un peu inutile.
Et on ramasse aussi des fiches pédagogiques dans le jeu pour expliquer en fait les éléments du lore. Alors c'est assez intéressant et il y a un effet parchemin qui est assez stylé pour les images qui vont avec. Mais ouais, du coup c'est un peu surprenant. Donc on peut dire que Doom c'est péda quoi. Bah, ouais, ils ont inséré en fait des grosses mécaniques, des grosses ficelles en fait dans le jeu. Après, si c'est pour rendre le jeu plus inclusif et pour permettre à des personnes parce que c'est un jeu très technique quand même, hein, ça permet à des personnes d'apprendre le jeu plus facilement et de prendre du plaisir là-dedans. Allons-y, hein. On peut toujours mettre le jeu en ultra-violence et là, faudrait que je le teste un peu d'ailleurs comme ça, pour en avoir pour son argent, comme on dit. Mais voilà, du moment que le jeu est plus inclusif, c'est plus intéressant. Sinon, en série, je suis en train de finir Mad Men, qui est une série donc sur les personnes qui travaillent dans la pub à New York dans les années 60. Et c'est hyper intéressant comme ils intègrent les grands événements historiques de l'histoire américaine. On a quoi? On a l'assassinat de Kennedy, de Malcolm X, non pas de Malcolm X, j'ai une connerie, de Martin Luther King. Euh, et c'est intéressant parce que c'est hyper bien intégré en fait à la narration de la série, c'est-à-dire que les personnages apprennent ça en regardant la télé par exemple, et on a des fois des épisodes où on a l'événement historique qui est filé tout au long de l'épisode, mais sans couper en fait l'histoire des personnages. La grande histoire ne coupe jamais la petite, notamment quand il y a la crise des missiles de Cuba en 62. Et enfin, je vous recommande ça parce que justement, c'est une bonne mise en récit de la grande histoire dans la petite, si je devrais résumer ça. Voilà. Ah bah écoute, merci pour tes recommandations. Oui, c'est vrai que Mad Men, n'hésitez pas, c'est une super série et qui parle, en tout cas de l'histoire aussi, de la publicité et de la façon dont on a conceptualisé la Ouais. publicité, et c'est de manière assez pertinente. Ils ont vraiment voilà quoi, ils ont bien analysé tout ça, je trouve, à titre personnel, ils ont. Ouais, j'ai pas fini encore, il me reste 4-5 épisodes dans la dernière saison, je crois, la D'accord. 7. Mais Et de toute façon, je pense que tu as déjà vu la fin saison. C'est vrai qu'il y a une belle analyse de la notion même de publicité, c'est assez intéressant. Mm. Bah écoute, Romain, merci beaucoup pour cet entretien. Ah, bah, merci à toi. Voilà, donc il sera disponible sur EcoScience, tout ça. De toute façon, vous verrez, n'hésitez pas. Dans les commentaires, en tout cas, si vous avez des choses à dire, que vous trouvez qu'on peut faire un cours d'histoire, on peut remplacer Romain par Ezio pour faire un cours d'histoire, dites-le dans les commentaires. Et voilà, je vous remercie. Et puis bah, à une prochaine, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, peu importe.